Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, le nouvel épisode de Séquence où nous recevons Jean-Baptiste Durand. Jean-Baptiste Durand est passé par le court-métrage. Son premier film a été césarisé, meilleur premier film. Ce film, c'est Chien de la casse, qui a révélé notamment Raphaël Quenard. C'était son premier grand rôle au cinéma. Il est également comédien reconnu dans le film Miséricorde récemment. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, sur les courts-métrages, l'écriture, beaucoup de trucs et astuces. Petit disclaimer, Jean-Baptiste était malade au moment de l'enregistrement, il s'excuse et en plus il est dans un bar où il y a un petit peu de bruit autour, donc nous espérons que cela ne va pas trop gêner votre écoute de ce nouvel épisode de Séquence. On se retrouve tout de suite avec Maxence, juste après les petits audios de rigueur. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Mais ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Bonjour à toutes et à tous, mais quel plaisir de vous retrouver. C'est ma phrase, j'ai qu'une seule phrase d'introduction qui est bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Je n'ai absolument aucune originalité comme animateur. Maxence, ça va? Bah, ça va bien et toi, ça va? Pareil, tu vois, Bah ouais, je écoute. suis toujours un petit peu sur le côté similaire, c'est-à-dire que je redis toujours la même chose aussi sur le début. C'est comme ça. Voilà, on essaie d'être un peu plus originaux quand on écrit, on vous rassure. Que vous dire déjà, remercier tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur le podcast. Toujours dans le top 20 des podcasts les plus écoutés de France. Et on a fait des petites percées dans le top 10 ce mois-ci. Donc on vous remercie énormément de nous suivre et de suivre nos aventures et de relayer les épisodes. C'est vraiment très précieux pour nous. On vous rappelle la bonne méthodologie qui consiste à nous mettre des petites étoiles sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez voir une version YouTube qui n'amène rien, je le redis toujours, même si la dernière fois j'ai dit, depuis que je l'ai dit, plus personne ne la regarde. Et voilà. Non, privilégiez Spotify, Deezer, Apple Podcast, bien évidemment. Et le système des petites étoiles, elles servent à quoi? Elles servent à nous faire remonter dans les algorithmes ce milieu étrange où il faut lutter pour pouvoir remonter. Mais en tout cas, voilà, on est très heureux parce qu'on a de plus en plus de retours extrêmement positifs, que vous soyez diffuseur, distributeur, producteur, dans les métiers techniques ou artistiques autour de l'audiovisuel. Vous êtes vraiment très nombreux à nous faire des retours. Donc ça, c'est pareil. Un grand merci. Et puis, sans plus tarder, on va accueillir notre invité du jour. Alors, je le fais rentrer immédiatement. Salut Jean-Baptiste. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, comme vous pouvez entendre, je suis un peu malade, mais j'espère que ça n'accommodera pas trop les auditeurs et les auditrices. Non, tout va bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu as un profil qui est un petit peu plus particulier que nos précédents invités, puisque on a eu des nommés au César, mais toi, tu l'as chopé. Donc, déjà, je te mets sur un piédestal. C'est mon film qui l'a chopé surtout. Mais... Justement, film dont on va reparler un petit peu plus tard. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Maxence. Bien, bonjour Jean-Baptiste, on est ravis de te recevoir. Donc, comme disait David, tu as un petit peu plusieurs casquettes, puisque tu es réalisateur, tu es scénariste, tu es acteur, tu as même été technicien plateau.
Et plus récemment, tu as obtenu le César du meilleur premier film avec Chien de la casse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Sur mon parcours, oui, je vais essayer. Le parcours scolaire, il a été très chaotique. Pas très. J'étais pas bon, quoi. Simplement, toujours au-dessous de la moyenne. J'ai eu mon bac au rattrapage, avec beaucoup de points à rattraper. C'est miraculeux. J'avais fait une option histoire de l'art et dessin. Et du coup, je suis parti dans une mise à niveau en art appliqué parce que mes parents disaient qu'il fallait un métier. Et en fait, quand je vous dis que pardon, c'était pas mon truc l'école, mise à niveau en art appliqué, il y avait encore des matières scolaires et ça a été là pour le coup un carnage. Et les seules matières dans lesquelles je me sentais vaguement bien, c'était le dessin. Donc un peu bêtement, je me suis dit vu que j'aime le dessin, les beaux-arts mais sans rien connaître à l'art contemporain, tout ça, quoi. Donc j'ai passé le concours des beaux-arts et j'ai été pris. Et donc ça ressemblait absolument pas à ce que je pensais d'être une école d'art, parce qu'on faisait pas que du dessin et de la peinture, il y a beaucoup de rapports à l'art contemporain, à la philosophie, à l'art conceptuel, sculpture, et les beaux-arts de Montpellier sont pluridisciplinaires, donc du coup j'ai vraiment touché à peu près à tous les médiums possibles, la gravure, le son, la performance, la vidéo, et tout ça. Et du coup là-dedans, il y avait la vidéo. Et la vidéo, moi ça m'intéressait absolument pas. Moi j'étais vraiment un peu encore les deux pieds dans mon village, et du coup tout ce qui était j'étais très très peu fort en technologie. J'avais pas de mail, pas d'ordinateur et tout ça, donc la vidéo laisse tomber. C'est un peu le premier truc que j'ai dit en première année des Beaux-Arts. Moi la vidéo par contre, je veux bien faire vos conneries, mais pas exagérer, quoi. Surtout que c'était de la vidéo d'art. Et j'ai dû y toucher parce que on est obligé. Et finalement, en fait, la vidéo ressemblait un peu à, enfin en tout cas moi ce que j'en ai fait, c'était un peu plus cinéma. Et donc j'ai découvert ça avec le premier exercice qu'on nous avait fait faire en deuxième année. Pour la première fois, un logiciel de montage, une caméra. Bon, évidemment, c'est pas moi qui l'ai touché, c'était un pote à moi. Mais il y a un truc qui m'a un peu plu. En tout cas, qui a plu aux profs et qui m'ont dit, on vous fait passer en troisième année parce que votre film vous a un peu sauvé Et donc, en troisième année, on me fait presque même un espèce de chantage, vu qu'il y avait un workshop de cinéma de fiction. Si tu fais pas le workshop à la fin de l'année, on n'est pas obligé de te reprendre, quoi. Donc, je fais ce workshop parce que pour le coup, j'avais quand même envie d'être artiste et de rester, s'ils me viraient, j'étais vraiment dans la merde. Et je fais ce workshop et là, il y a vraiment une révélation parce que j'ai jamais pensé à faire du cinéma dans ma vie. Et là, il y a une espèce de truc qui s'appelle la passion, mais que j'avais pas prévu, qui m'a un peu tombé dessus. Et j'étais à fond toute la semaine de workshop, à fond. Et du coup, j'ai décidé de faire un film après, moi tout seul, parce que là, c'était un film collectif qu'on a fait pour mon diplôme des Beaux-Arts en troisième année. Et donc, je fais un film, sans vraiment savoir faire de film. Il y avait une caméra, un logiciel, comme dit Orelsan. J'avais juste besoin d'un truc qui filme, et il y en avait à dispo à l'école. Et donc, j'ai fait mon petit film. Et pareil, au diplôme, vous avez fait un film, beaucoup de dessins, beaucoup de peintures. Et ils me disent, c'est un peu votre film qui vous fait qui vous fait obtenir la mention. Je sais, comment ça m'emmerder tout ça avec les films. T'as été rattrapé, quoi. Ah ouais. Et même des copains à moi, je pensais qu'ils aimaient bien mes dessins. Ils me disaient, il y a un truc dans tes films, c'est mieux que les dessins. Bon. Et du coup, je me dis, il y a quand même un truc qui me plaît là-dedans beaucoup, quoi. Il y a quelque chose. Et puis moi, je marche un peu au bonheur, quoi. Je suis pas obstiné. Ce qui me rend heureux, je le fais, quoi. Et ça me rend heureux de faire des petits films. Et donc, en quatrième année des Beaux-Arts, à l'époque, c'était pas encore universitaire. On n'était pas obligé de faire un mémoire et tout ça. Et la quatrième année était une année un peu libre où on avait à disposition l'école en vue de préparer la cinquième année, le diplôme du DNSEP, le diplôme national supérieur d'expression plastique. Donc, c'était un peu une année expérimentale. Et donc, je décide de faire un film sur toute l'année. Tout seul, un peu de l'art brut de cinéma, quoi. Et du coup, je mets à contribution à peu près toute l'école. J'ai inventé une espèce de petite histoire où il y a un étudiant des Beaux-Arts que je jouais moi-même, qui est schizophrène, et qui voit un mec que personne ne voit, il le dessine. Un peu l'histoire d'étudiant, quoi.
Films d'étudiants, histoire d'étudiants, et donc je passe une année entière à faire ce petit film, un moyen métrage. Et là, c'est un peu le déclic définitif qui me fait dire, en fait, j'ai envie de faire des films, et c'est ça, là, je me sens bien, quoi. Je sais pas si je suis bon, ça n'est même pas, je ne posais même pas la question, mais je me sentais bien. J'ai une question. Quand tu dis que d'un coup, tu as ce déclic et que ça il y a quelque chose qui match en toi, est-ce que ça match parce que c'est le rapport à la caméra? Est-ce que c'est la direction d'acteur? Est-ce que c'est l'écriture ou est-ce que c'est quelque chose de global, hein? Non, c'est quelque chose de vraiment global. Et j'avais un peu fédéré toute l'école. J'avais aucune idée que j'avais cette personnalité fédératrice, et par espèce de désir dévorant, j'ai fédéré toute l'école. Et aussi, je pense que, comme tu dis, c'est global. Et c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que j'ai l'impression de faire, je sais pas, une partie de l'année, j'écrivais, l'autre, je dirigeais des acteurs, l'autre, je faisais un peu de la direction artistique, donc voilà. Après, je touchais au cadre, je réfléchissais le montage, la musique. La musique, c'était aussi important. Je jouais moi-même aussi, enfin, j'ai l'impression de faire 10 métiers dans l'année, quoi. Les 10 métiers, trop cool. Heu, bon, après, la technologie m'emmerdait un peu parce qu'à chaque fois, ça capotait, ça foirait, ça j'ai un peu un chat noir avec la technologie, mais à part ça, c'était vraiment cette, pluridisciplinarité du cinéma, bah, qui était assez, très excitante. Et puis, je sais pas, il y avait un truc, j'aimais beaucoup le montage, réécrire le rythme, enfin tout, en fait, j'aimais tout. Et du coup, je décide de sortir de l'école, donc pour mon diplôme, d'assumer un peu, de pas faire une école de cinéma, mais d'assumer de sortir de l'école avec un film de fiction. Le prof me dit que c'est extrêmement risqué parce que c'est une école d'art, pas une école de cinéma, mais il me suit en me disant: «On va essayer de, voilà, de bidouiller un peu le diplôme», il leur a expliqué un peu d'où ça vient, comment tu passes d'un travail plastique à un travail de cinéma, mais avec un discours bien bâti, bien construit, ça peut le faire. En gros, ils m'ont dit: «Soit tu as pas le diplôme, soit tu as les prestations, quoi». Et donc je fais un vrai film de fiction assumé. J'appelle à l'époque, l'acteur Damien Jouhureau. J'avais, beaucoup aimé au cinéma, Benjamin Combet, un comédien de Montpellier, et moi-même, je joue dans le film. Et c'est une espèce de pré-Chiang-Dacas, quoi. C'était 3 galériens, 2 villages, plus ou moins coincés dans leur voiture, une espèce de road movie, où ils s'emmerdent les uns les autres, ils prennent un souffre-douleur, leur copain, un peu joufflu à l'arrière de la voiture. C'est celui que tu fais en 2020, c'est ça? Oh, kiff. 2010, OK, d'accord, on est encore c'est encore plus loin, OK, d'accord. Ah ouais, non, 2020, c'est le Covid, j'avais déjà fait un paquet de films. Non, 2010. Et donc je passe l'année à faire ce film, je le finance un peu avec des petites aides étudiantes et tout ça. Et effectivement, comme, mes profs, j'obtiens les félicitations, du jury à l'unanimité. Et là, c'est décidé que je vais, faire du cinéma plus tard. Et donc c'est là que je commence après, bon, je vais aller un peu plus vite sur mon parcours maintenant, parce que c'est ça j'ai pris un peu de temps là, parce que c'est vraiment là que ça s'est joué. Et après je me dis qu'on apprend, on peut pas mieux apprendre qu'en faisant, donc du coup je me retrouve, machiniste, sur pas mal, de plateaux. Après je fais de la déco, après je passe, quelquefois assistant réalisateur. Je joue aussi. Je me retrouve même une fois à faire électro, à faire de la régie, mais essentiellement c'est la machinerie et la déco que j'ai fait, en technicien. Et ensuite, en parallèle, je fais mes petits films, je lis énormément, je regarde beaucoup de films, enfin, je me forme comme un autodidacte. Je vais voir des conférences sur internet ou en réel. Et et pendant ces années-là, je vais faire du clip, je vais faire du documentaire, je vais faire, des petits films de fiction. Et voilà, je fais mon premier film de fiction en 2013. Et après, je fais un premier film, produit en 2013, donc 3 ans après la sortie de l'école, après avoir fait un paquet de Nikon, 48 heures, petit court-métrage qui servent à rien, que j'ai évidemment jamais envoyé en festival ni rien. C'était vraiment plein de films. En fait, j'avais aucune notion ni conscience du métier. Donc, je faisais pas un film dans l'idée de faire des festivals et tout ça. Je faisais un film parce que j'aimais. Et après, je le mettais sur YouTube ou sur Vimeo. J'étais content. Et il faisait 4 vues. Et c'est un peu par hasard, c'est grâce à une peinture que j'ai faite et qui s'est retrouvée sur internet, qu'une productrice m'avait contacté. Et quand j'ai voulu faire mon premier court-métrage, de manière professionnelle, je dirais, même pas produit, j'en avais pas la notion. Je me suis fait accompagner d'une société,
d'audiovisuel institutionnel qui s'appelait Baraos et qui m'ont accompagné pour faire le film de manière, on va dire, semi-pro avec un crowdfunding et essayer de choper des financements en région. Et c'est grâce au crowdfunding que Anaïs Bertrand, ma Solence Production, a repéré le projet et m'a proposé d'être producteur du projet. Parce qu'elle m'avait connu par une peinture. D'accord. Ah oui, non, c'est assez étonnant, ouais, carrément. Et du coup, comment vient cette idée déjà ce scénario de premier film, est-ce que tu hésites entre plusieurs idées que tu as ou l'idée s'impose assez rapidement à toi? Non, j'ai jamais hésité entre plusieurs idées que j'ai parce que j'en ai pas beaucoup et qu'elles s'imposent à moi. En fait, en sortant de l'école des beaux-arts, j'ai écrit, j'étais un peu dans le grand vide de post-école. On n'a rien à faire. Et du coup, j'ai écrit un scénario court-métrage qui s'appelait Chien de la caisse avec Dog, Elsa, Miralles, un village, un chien. Mais sans savoir écrire, j'avais à côté de moi la dramaturgie d'Yves Lavandier aux Éclats des Bibles. Et puis j'ai écrit 100 pages avec tous les pires défauts d'un scénario débutant, mais des dialogues qui faisaient 2 pages, des monologues et tout ça. Mais en tout cas, voilà, j'avais écrit ça. Et non, j'ai eu cette idée de court-métrage, il venait de Roumanie, qui était une bande de potes dans un village. Un des leurs est mort 3 mois plus tôt et comment la bande d'amis va se diffracter, se disloquer durant cette journée-là qui va cristalliser un peu les douleurs. Et j'ai eu cette idée-là et j'ai voulu la faire comme un vrai court-métrage pro et Damien Jouhereau est revenu m'accompagner. Puis j'avais contacté sur Facebook, pareil, Yohan Libero. Et c'était parti. Ouais, Anaïs Bertrand m'avait repéré à travers une peinture qu'elle avait vue sur Facebook. Elle m'avait ajouté, mais 2 ans avant. Hein. Et quand elle a vu que je voulais faire des films, elle n'était pas du tout au courant. Elle pensait que j'étais peintre. Elle m'a contacté en voyant le crowdfunding qui venait de Roumanie. Et puis elle est devenue productrice du film. Et c'est là que tout est parti vraiment pour moi. J'ai fait une connaissance avec un cinéma pro. Ce qui m'a pas empêché de continuer de faire des dizaines de films autoproduits. Mais voilà. L'école des beaux-arts, elle t'a apporté beaucoup d'opportunités, elle t'a fait révéler un petit peu quelle est ta passion et dans quel médium tu voulais aller. Mais comment, à l'heure d'aujourd'hui, tu dirais que ça a impacté la façon dont tu vas écrire? Alors, ça m'a appris à être un bon autodidacte, à me débrouiller, à avoir du flair, à m'écouter, à défendre, à conceptualiser une idée et la mettre en forme de manière cohérente. Ça, on peut pas enlever ça aux beaux-arts. Ça apprend à structurer la pensée, une pensée artistique. J'ai une idée, quelle est la forme la plus cohérente et la plus pertinente, et puis si je sais pas faire, je me débrouille, j'apprends par moi-même et au pire je m'entoure. Ça c'est vraiment, enfin, en tout cas à l'époque où j'ai fait les beaux-arts, c'était vraiment à ça on était bien formés, très bien formés, on savait faire une note d'intention quoi, parler de notre travail. Donc du coup, je pense que ça c'est très important pour l'écriture parce que l'écriture, l'air de rien, c'est de la méthodologie, il y a une idée, puis un scénario, c'est une forme, hein, une structure. Enfin, même s'il y a des grands fondamentaux de la structure, une structure, elle s'invente un peu à partir du sujet, des préoccupations que le film porte. Et en plus, la dramaturgie d'Yves Lavandier, c'était dans la bibliothèque des Beaux-Arts. Moi, c'est pas aujourd'hui, c'est pas spécialement ma Bible, mais en tout cas, ça a été mon premier livre en scénario. Et il trônait dans la bibliothèque des Beaux-Arts. Et si j'avais pas lu ce livre, je pense que vraiment, je n'aurais pas eu du tout d'idée ce qu'était l'écriture parce que moi, je pense que c'était bien que je tombe sur ce livre où les 80 premières pages, c'était l'introduction, c'était hyper intéressant. Et en tout cas, la façon d'écrire d'Yves Lavandier, la connexion qu'il y avait presque au cerveau, à la neurologie presque, m'ont impacté. J'ai trouvé l'idée de la technique d'écriture pertinente, quoi. Justement, Chien de la casse, tu l'attaques par quel bout? Quelle est la ligne narrative qui est le moteur de ton écriture à ce niveau-là? Et par quelle différentes versions est passé le scénario? Alors, il est passé par cette première version très intuitive en 2010, où je crée les personnages, leurs liens, Miralles, Dog, un pote un peu bourreau qui
qui victimise son ami, qui est taiseux. Il me semble qu'à ce moment-là, donc là, c'était vraiment que de la construction de personnages. En réalité, il y avait une arène. J'étais encore très ancré, très, très dans mon village, quoi. Je traînais beaucoup avec mes potes. J'étais toujours au village et tout. Donc, il y a eu la documentation qui s'est fait là, je dirais. Là, la documentation, je l'avais, mais en tout cas, voilà, je prenais des notes de tout plein de choses. Et les personnages. Vraiment, j'ai construit les personnages à ce moment-là. Ils ont pas bougé. Et puis, cette touriste qui venait de l'extérieur, Elsa, et je sais même plus si elle s'appelait Elsa à l'époque, voilà, qui avait ce regard un peu, presque comme peut avoir le spectateur ou la spectatrice. Et j'ai beaucoup, donc en fait, je suis vraiment passé par les dialogues pour qu'on fasse un personnage. Mais c'était très intuitif, comme je dis, j'ai écrit un premier scénario et j'ai l'impression que quand on débute, de manière complètement autodidacte, c'est le plus stylé, c'est d'écrire des dialogues, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper stylé d'écrire des dialogues. Donc j'ai vraiment rencontré mes personnages comme ça. Je savais comment ils parlaient. Miralles aujourd'hui, t'as pas de sous, t'as pas de meuf, t'as pas de meuf, t'as pas de problème, t'as pas de problème, t'as pas de vie. C'était écrit en 2010, ça. C'est toutes ces petites punchlines de Miralles, ça c'était déjà trouvé. Et après j'ai recommencé à zéro. J'ai vraiment recommencé à zéro en gardant ces personnages et en recréant évidemment ces personnages dans ce village, tout ce cœur de film. Et j'ai créé un traitement de 10 pages et Anaïs Bertrand, à ce moment-là, ma productrice qui m'a suggéré de passer au long-métrage, m'a dit, voilà, il y a 2 résidences d'écriture, il y a le Moulin d'Andé et puis le Groupe Ouest. Et si t'es prêt à passer au long, ça peut être intéressant de se fixer cette deadline de dépôt. Et donc, en fait, on s'est vraiment collé à ce que demandait le Moulin d'Andé et le Groupe Ouest, donc un traitement de, il me semble, 15 pages ou 10 pages pour le Moulin. Donc voilà, en août, je m'y suis mis pour un mois après, septembre, et j'ai écrit un traitement de 10 pages en bricolant un peu une histoire cousue de fil blanc avec Miralles, Dog, et puis il fallait qu'à un moment donné, après une évolution de leur amitié qui part un peu en cacahuète, une explosion à la fin, et puis voilà. Donc je sais même plus si la fille était très importante dans l'histoire. Je crois que Miralles privait Dog de shit parce qu'il fumait beaucoup. Enfin bref, en tout cas, c'était les personnages, la reine, et j'ai bricolé ça. Mais j'étais quand même armé dans mon dossier de mon court-métrage Juliette Mani, qui était très proche de l'univers de Chien de la Casse, et d'une bonne note d'intention. Et Anaïs m'avait dit, en gros, c'est tellement concurrentiel, le Moulin d'Andé, le Groupe Ouest, il y a quasiment 200 ou 300 candidatures pour 8 ou 10 de prise, donc on n'a absolument aucune chance, et c'est pas grave, mais ça permettra d'avoir une deadline. Et manque de peau, on a été pris dans les deux. Enfin, j'ai été pris dans les deux. Et du coup, ça a été un peu le deuxième miracle de ma vie, c'est-à-dire moi qui ai jamais vraiment appris à écrire, tout d'un coup j'étais accompagné, extrêmement bien accompagné de tout un tas d'auteurs et de consultants et de consultantes. Et ça a été vraiment mon école pendant 1 an. Et donc c'était vraiment reprendre le projet au début de manière embryonnaire et bâtir peu à peu avec ce que je veux, enfin vraiment qu'est-ce que tu veux raconter. C'est un peu le Groupe Ouest qui est venu me donner de la méthode. Et en fait, cette méthode, j'en ai immédiatement fait mienne. Enfin, elle me parlait vraiment quand ils ont un peu expliqué en quoi consistait la méthode Groupe Ouest. Tout d'un coup, la mathématique de la structure et cette intelligence-là de qu'est-ce que ça raconte et tout ça, en fait, qui avait été presque mon école aux Beaux-Arts, me parlait. Et moi qui n'étais pas scolaire, tout d'un coup, j'avais envie de devenir un bon élève et de me lancer à fond et de tout savoir sur la structure et comment on fabrique un récit. Donc du coup, c'était vraiment ce point de départ. Qu'est-ce que raconte ton film? Qui sont les personnages? Qui est le protagoniste? Qui est l'antagoniste? Quelle est la question? Et la question déclenche le film et on y répond. Le personnage y répond au moment du climax et puis l'auteur donne un peu sa voix dans la résolution. Donc très grossièrement. Et du coup, on a vraiment pâti tout au long de l'année avec vraiment poser qu'est-ce que raconte ton film et qui porte le film. Et ça a été vraiment mon hésitation pendant quasiment 1 an. Quel est mon personnage principal? Est-ce que c'est les deux? Enfin, il y a pas de règles. Enfin, il y a des règles, mais il y a pas de règles. Je peux tout à fait avoir un duo. Ça a été Dog, ça a été Miralles, ça a été le duo contre Elsa. Et finalement, l'antagoniste, ça a été Dog, ça a été Elsa, puis ça a été le couple. Enfin, il y a eu vraiment ça qui était un peu le gros nœud. Et Elsa était le personnage le plus dur à construire, mais ce nœud-là, il était
était, on pouvait le défaire en étant précis sur ce que racontait mon film. Et donc après, on a bâti le squelette, on va dire l'ossature primaire du film, les grands mouvements. Et puis après, progressivement, les scènes viennent se coller les unes derrière les autres dans une logique voilà, qui commençait à prendre forme. Et vraiment, ça a été fait comme ça et armé un peu de deux consultantes que j'avais au Moulin d'Andé, mais plus le film gagnait en précision, plus les retours que j'avais dans le même sens, voire même dans le sens aussi que mais qui ne m'étonnait absolument jamais. Donc j'ai jamais été noyé. Et après, un an, à la fin de ces 2 résidences, j'ai entamé le dialogué tout seul. Donc j'ai fait 1 ou 2 versions de dialogué. Et c'est là que j'ai repris plaisir. Donc j'avais retenu les dialogues tout du long, en prenant quelques notes quand j'avais des idées de punchline, de texte, je les notais. Et donc ouais, sur 3 mois ou 4 mois, je crois que j'ai écrit une V1. Ça allait assez vite en fait par rapport à des dialogues et de la continuité de tâche, j'imagine. Mais en tout cas, c'est allé assez vite. Et puis à un moment donné, je me suis senti bloqué. Enfin, il y a quelque chose où un peu épuisé, un peu bloqué. Donc on a fait appel à un collaborateur à l'écriture, Nicolas Fleureau, qui est vraiment un scénariste et un homme assez exceptionnel. Je suis très content. Ça a été le 3e miracle de Chien de la Casse, avoir trouvé ce monsieur. Et donc, il m'a accompagné après pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et Emma Benestan est venue sur la toute fin pour faire les derniers réglages en vue des dépôts et du personnage d'Elsa qui posait toujours un peu problème aux différents lecteurs et lectrices. En 2020, du coup, tu nous disais qu'il y a le court-métrage Chien de la Cache qui est le préquel du film qui a été fait. Ah, ça y est, je comprends pourquoi vous parlez. Tu comprends? Oui, parce qu'effectivement, sur ton parcours, on note un 2020, Chien de la Casse, le préquel. Ok, dommage. Je vais mieux l'expliquer. Alors effectivement, non, des bugs. Non, ça n'a rien à voir avec un préquel ni un court-métrage dans lequel j'avais l'intuition de Chien de la Casse. Chien de la Casse était absolument acquis à 98% au moment où je pose ce court-métrage. Ça, c'est une autre résidence que j'ai eue qui s'appelle Émergence, qui aujourd'hui est au point mort. La résidence, elle s'est arrêtée. Mais en tout cas, j'avais la grande chance d'être sélectionné à Émergence, qui est une résidence créée par Elisabeth Depardieu, qui était dirigée par Nathalie Bessis. Et cette résidence, le concept, c'était de lui permettre d'expérimenter comme un laboratoire la mise en scène de notre film. Donc en fait, il prenait des films quasiment à 2 doigts de se faire, quoi. Et donc, on avait une rencontre avec des compositeurs et des compositrices, une rencontre avec des comédiens et des comédiennes, avec les comédiens et les comédiennes qui, eux, faisaient une résidence aussi en parallèle où on devait faire l'exercice de jouer avec eux face caméra. Et après, on avait un petit 48 heures, on va dire, pour faire un petit film avec un texte imposé qu'on devait se réapproprier. Et ensuite, 2 ou 3 mois après, on devait faire une scène de notre film. Et on avait la liberté, si on ne voulait pas toucher aux scènes de notre film, d'écrire quelque chose qui était en tout cas très connecté à notre film, au moins avec les personnages. Et donc, moi, j'ai pas voulu prendre de scènes de mon film. Et donc, j'ai écrit un petit court-métrage qui prenait en charge Doug et Mirales, mais qui se passait en dehors du temps du film. Donc, je l'ai appelé Chien de la Casse préquel, comme j'aurais pu l'appeler complètement autre chose, en imaginant que c'est Doug et Mirales qui prennent la bagnole, qui font un road trip vers Paris et qui tombent en panne d'essence. Et donc, ce court-métrage, c'était vraiment un exercice. Et donc, ça m'a permis, moi, en ouverture d'Émergence, d'accélérer mon casting. C'est là que je rencontre Raphaël Quenard, Anthony Pajon. Et du coup, ce petit court-métrage m'a permis de tester le duo et j'ai validé Raphaël Quenard qu'à l'issue de ce court-métrage. Je l'ai fait un peu mariner pendant 3 mois. Tu parlais de la deuxième personne, enfin la personne qui est arrivée, avec qui tu as travaillé pendant 1 an sur le scénario. Tu disais qu'il avait amené pas mal de choses et qu'il avait débloqué certaines choses. Concrètement, il amène quoi et sur quel type de séquence? Et d'un coup, il t'amène un déblocage et une fluidité dans le récit. Alors, il est intervenu à partir de la V1 ou de la V2, je sais plus où, à la V2, je pense. Et donc, j'ai rencontré plusieurs scénaristes de différents profils.
Et j'ai un coup de cœur pour Nicolas Fleurot, qui avait une jolie expérience de scénariste, qui avait écrit Corporate, avant de Nicolas Silviol, et qui venait aussi d'un petit village du Gard, qui connaissait vraiment mes personnages et qui était assez fort en structure et très cinéphile aussi. Mais son point fort, c'était vraiment la structure. Et donc, quand on fait on va dire un casting de scénaristes, l'idée, c'est que ces scénaristes-là lisent le scénario et font une espèce de consultation de vie, quoi. En gros, quels sont selon eux les nœuds, etc., etc. Donc, souvent, enfin, en tout cas, moi, ça fait 2 fois que je fais ça parce que là, sur mon nouveau film, j'ai refait un casting de scénaristes. On attend des scénaristes qui aient vraiment compris en profondeur le projet et que les nœuds soient pas complètement à côté de ceux que nous, on sait plus ou moins être là, même si on n'a pas encore les solutions. Et donc, Nicolas me disait que vraiment, pour lui, le 3e acte était tout à remettre à plat. Donc, en fait, il m'a aidé à tirer les fils que j'avais intuitivement mis, mais sans les tirer vraiment jusqu'à la fin, et à rebâtir en profondeur à partir de qui sont les personnages, etc. Surtout, je dirais la deuxième moitié du film. C'était plus que le 3e acte. Il m'avait dit c'était vraiment, en gros, toute la seconde partie, du point de non-retour à la fin, et à repenser en profondeur. Donc, en fait, il m'a permis de tenir bon la structure et de la muscler, tout en préservant la qualité, un peu de chaos des personnages, de la complexité et la nuance qui était quand même primordiale pour moi. Et donc, en fait, c'était comme un consultant que je pouvais solliciter en permanence. J'ai pas voulu qu'il touche c'est pas contre lui, hein, mais je voulais vraiment, moi, avoir la main sur le texte, et j'ai besoin de personnes qui m'aident à écrire vraiment les scènes. Et puis, il trouvait que j'avais une bonne qualité je savais bien écrire les scènes. Mais par contre, ouais, à des moments, je l'appelais 1 fois, 2 fois par semaine, et on avait des longues conversations, et il dénouait. Et puis, on avait quelques travaux à la table aussi, où on était vraiment au moment des financements, et m'aider à sculpter le scénario, c'est-à-dire enlever 2 dialogues qui étaient en trop sur la fin d'une scène. Après, voilà, une fois que le team était trouvé, que le dialogué marchait bien, il fallait le muscler en étant un peu plus fin sur le rythme, quoi. Oui, il m'a aidé jusqu'à la fin, donc plus d'un an, hein, je sais plus combien, s'il a dû intervenir fin 2020, je dirais. Ouais, 1 an et demi, je pense. 2019, je sais plus. Ah ouais, il y a eu au moins 1 an et demi sur le film. Il a été là jusqu'à la prépa, hein. Quand j'ai fait l'atelier prépa avec les acteurs Raphaël Quenard, Anthony Pajon et Calathea Bellucci, Nicolas, il était là sur la répétition, pour tenir avec la script. Et Emma Benestan a fait, je crois, 4 consultations. Même si les médias ont beaucoup dit que c'était la co-scénariste du film parce qu'elle est connue et que c'est plus sexy de dire ça, elle a fait un super travail de consultation, mais elle a fait 4 consultations, ce qui est un peu, personne n'est coupable, mais un peu inélégant pour Nicolas, qui a, pour le coup, collaboré pendant 2 ans sur le scénario, quoi. Tu mets beaucoup de toi dans ce que tu écris, notamment dans tes personnages. Tu penses que ça a à voir avec le succès justement du film et l'authenticité que tu as pu mettre dans ces personnages-là? Beaucoup de moi, je sais pas, je mets beaucoup de mon regard enfin, il y a beaucoup de mes potes, il y a beaucoup des gens que j'ai fréquentés. Après, je suis pas si près que ça du personnage ni de Dog ni de Miralles, en vrai. Mais effectivement, je pense que s'il y a une gloire à ce film, c'est un peu le triomphe de la sincérité, parce que pour le coup, j'ai mis un peu mes couilles et mes tripes sur la table, et je suis très à nu, quoi, mais à nu par rapport à, effectivement, la façon dont je regarde des gens. J'ai déshabillé mes potes, moi, ma famille, mais après, c'est pas non plus du tout ni un autoportrait, ni, enfin, sinon j'aurais choisi quelque chose de plus proche du documentaire. Mais je pense qu'il y a, ouais, une profonde sincérité. Et puis je faisais ce film, pour le coup, pour raccorder à une question que vous m'avez posée plus tôt, je suis pas du tout, mais ça, c'est une nature, hein. J'ai des potes qui sont très différents, et problème. Mais je suis pas du tout la typologie d'auteur qui a plusieurs idées, et puis qui fait celle qui va marcher ou celle qui prend le mieux, ou décision comme ça. Moi, j'ai qu'une seule idée. Si je la fais pas, je suis mort, quoi. Donc, du coup, ce film-là, il s'est fait comme ça. C'est-à-dire que si c'était pas Chien de la Casse que je faisais, j'aurais fait un autre métier. Et du coup, cette espèce de saut dans le vide avec les seuls parachutes que j'ai, je pense qu'il y a quelque chose comme ça d'absolument viscéral qu'on a la façon de faire ce film-là, quoi.
Parce que moi, il y avait un truc qui était assez étonnant, c'est que je t'avais envoyé un message très très rapidement quand j'ai découvert Chien de la Casse. Alors, je l'ai découvert par hasard au cinéma parce que la séance que j'allais voir en toute transparence avait été annulée. Et d'un coup, je me dis, tiens, je vais voir Chien de la Casse. Je ne savais pas du tout de quoi parlait le film. Je me dis, une bande de potes dans le Gard et tout, c'est quand même L'héros, très éloigné. De quoi? L'héros, le gars. Alors, l'héros, pardon, excuse-moi, l'héros, bien sûr. Les ennemis, le gars. Ah ouais. Mais ce qui était rigolo, c'est que moi, j'ai grandi dans un petit village de 200 habitants dans les Vosges, donc l'inverse, tu vois, la montagne, les sapins et compagnie. Et je retrouvais exactement le même profil, tu vois, la même synergie de groupe, les mêmes mécanismes, les mêmes. Et en soi, du coup, c'est là où je trouve il y avait un succès qui a été vraiment mérité parce que je pense qu'en fait, c'est le quotidien de beaucoup de bandes de potes, de petits villages et pas forcément, tu vois, dans l'Hérault. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et là, au moment où j'étais vraiment, je t'avais envoyé ce petit message par rapport à ça, c'est que il y a une tension dans les séquences auxquelles je ne m'attendais pas. Si tu veux, pour moi, c'est Asbestas sans le passage à l'acte. Mais j'ai passé 90 minutes à me dire, ah, mais qui va tuer l'autre? Et c'était assez fou parce que cette tension-là, ce côté un peu, enfin moi, je vais le résumer en une sorte de thriller passif, mais tu l'as intégré rapidement dans ta structure? Ouais, c'est quelque chose de conscient, en tout cas, dans la façon d'élaborer le scénario. Après, pour tout avouer, on est sur un podcast sur le scénario, je peux me lâcher, mais je pense que tout le monde est mort à un moment donné dans mon film. Bon, la vieille dame, elle est morte jusqu'au tournage. C'est au tournage qu'on a décidé de pas la tuer. Mais sinon, Miralles est mort, Dog est mort, enfin Miralles s'est fait tuer par Dog, Miralles se suicide, enfin bref, j'ai les fins les pires possibles. Mais du coup, tu sais, il y a des choses qui s'appellent un peu des résidus d'écriture quand on écrit beaucoup de versions, et souvent pour enlever les résidus. Mais ce rapport à la mort, assez vite, c'est Virginie Lejeune, une de mes consultantes, qui m'en avait fait prendre conscience. Et on a décidé de le conserver et de la distiller un peu partout. Comme s'il allait se passer un drame. C'est-à-dire que si je laisse 3 semaines tout seul, on le retrouve mort. Enfin, il y a plein dans chaque scène, en fait, quasiment, il y a attendons la mort ensemble. Il y a l'idée que la mort, elle va survenir. Mais parce que il y a aussi ce rapport à l'amour, enfin, pulsion de vie, pulsion de mort, enfin, c'est toujours présent. Et puis, et du coup, c'était un peu une technique, comme ça, d'imaginer que l'un des deux va mourir, vu qu'on est en plus dans le cadre d'une fiction, a priori, ça peut se passer. Et donc, c'était un peu surprendre parce que il va y avoir un mort, mais ça va être le chien. Mais c'était vraiment ça qui sous-tendait un peu le récit. Il y avait la clope de Miralles qui est presque la clope du condamné avant la bagarre. Quand il y avait quelque chose comme ça, les voix aussi étaient presque une idée de musique un peu christique de la part de Delphine avant la bagarre, etc. Donc on a fait toute une mise en place comme s'il allait avoir ça. Et puis cette tension, ouais, c'était l'idée du briquet qui marche pas, quoi. D'allumer des mèches et puis je voulais toujours que ça, c'était hyper important, que Miralles, pas que tous les personnages aient raison. En tout cas, selon eux, ils ont raison. Il n'y a pas, et Miralles, en fait, il a raison, mais il en fait un peu trop, il est maladroit. Et j'aimais beaucoup l'idée d'un amour maladroit. C'est-à-dire que quand ton pote, il mange la bouche comme ça au restaurant et qu'il emmerde toute la table, bah, tu peux le dire beaucoup plus gentiment ou tu peux le dire après le repas. Bon, lui, il va le dire de manière, au début, il le dit, tu vois, de manière, ah mec, s'il te plaît, il monte, et puis il déborde, et puis après, toute la table et tout le restaurant est au courant, quoi. Donc, en fait, à chaque scène, c'est ce que je disais à Raphaël Quenin, je les avais bâtis comme ça. Si t'as envie de bien faire, et tu trébuches. Mais t'as vraiment envie de bien faire, quoi. C'est-à-dire que quand il est au resto, au début, il fallait vraiment qu'il y ait cette joie-là. Je parle du resto parce que même la construction de toutes les autres scènes, il fallait que ce soit hyper joyeux au début, donc il est trop content, il a acheté un maillot, c'est lui qui a vraiment tout organisé, donc j'avais pas envie de dramatiser son organisation, mais vraiment il s'est cassé le cul, quoi. Il a mis toutes les économies, il a couru après tous les potes pour le cadeau commun, etc., etc. Et il y a un truc qui le blesse, c'est Dog il mâche comme si c'était voilà, et puis le mec déborde parce qu'il est bouffé de l'intérieur et que ça part en couille. Mais sur les 2 premières minutes du resto, c'est vraiment une bande de joyeux lurons, hyper contents d'être là, une bande de potes. Après, il fait un petit tacle à Elsa parce qu'il y a toujours ces petites douleurs, hein, qui sont là. Mais sinon,
c'est trop beau. Ils ont fait le foot ensemble. Bon, voilà, il est toujours un peu vindicatif, mais et ces dérapages-là, c'est vraiment cette maladresse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un en permanence maladroit, et plus il est blessé, plus il est maladroit. Et après, quand il est tout seul et qu'il est, ça c'est au montage que ça s'est créé plutôt qu'au scénario. Quand il est tout seul, il a le temps de méditer un peu, et puis la scène dans la voiture, c'est un peu la même chose. Il se dit, faut que je parle à Doc, tu vois, il fait l'effort, il va chez lui, est-ce qu'on peut parler, et tout ça, et quand il rentre dans la voiture, il se dit qu'ils vont bien parler, quoi. Et finalement, le naturel revient au galop. Et je pense que on parle beaucoup d'une histoire d'amitié, mais je l'ai jamais écrit comme une histoire d'amitié. C'est de l'amitié d'enfance, et ça n'a rien à voir. L'amitié d'enfance, c'est l'amitié imposée. C'est le pote avec qui t'es condamné à traîner, mais l'amitié, quand on est adulte, on se choisit, quoi. Et je pense qu'ils sont frères, vraiment, comme les Maasai qui disent que les frères, c'est les gens de leur même génération. Ils sont frères, quoi. Ils se sont pas choisis, ils traînent ensemble, ils s'aiment d'un amour indéfectible, mais ils ont rien dans la vie, quoi. Et c'est ce qu'ils vont découvrir pendant le film, c'est que ils s'abîment l'un et l'autre en restant ensemble, alors qu'ils ont rien en commun, qu'ils se tirent vers le bas l'un et l'autre. Et mais par contre, ils ont un amour indéfectible, et c'est pour ça qu'à la fin, ils sont séparés, mais qu'ils s'appellent et tout ça. Mais comme certains amis de mon village, je peux pas dire que c'est des amis parce qu'on a peu de points communs et tout ça. Mais il y a un truc comme avec moi, mon anniversaire, tous les ans, je le fais au resto avec mes potes du village. Et pas avec mes potes de Montpellier ou machin, mais c'est parce que c'est la famille, quoi. Presque des réunions de famille. On se dit pas grand-chose, ou alors espèce d'amour un peu bienveillant, mais pas des grands débats profonds. Mais on s'aime. Et je pense que c'est ça qu'ils découvrent à la fin, c'est qu'ils s'aiment, qu'ils sont des frères. Et c'est pour ça que cette phrase-là, j'ai pété les couilles à Raphaël pour qu'il la dise telle qu'elle était écrite. Ça fait facile de dire. Ça va, bah, c'était à la fin du tournage, il avait compris. Mais on va se déchirer, on va se haïr, mais on sera toujours frères, quoi. Et donc c'est un peu ça le thème du film. Est-ce que le fait d'être comédien t'aide à écrire des scènes plus justes, parce qu'on parlait potentiellement de l'idée de revenir au dialogue. Est-ce que pour toi, justement, la fibre que tu vas avoir en tant qu'acteur t'aide vraiment dans l'écriture des dialogues? J'en ai aucune idée, parce qu'au moment d'écrire Chien de la Cage, je me sentais pas du tout acteur. Moi, j'ai jamais été formé en acteur, et je me suis jamais senti acteur, et jamais essayé d'être acteur. Mais c'est vrai que, bah, pareil, c'est un peu de la naïveté, hein. Ça a toujours été corrélé, sans que j'en prenne une conscience aiguë, au fait d'écrire. Parce que dans mes premiers films aux Beaux-Arts, comme je te disais, je jouais dedans. Mais c'était plus par amusement français. C'est que j'étais dispo, quoi. Ouais, voilà, j'étais dispo. Il y avait moins de problèmes de planning. Exactement. Et c'était chouette, moi j'aimais bien jouer, mais sans me dire je vais devenir un acteur, et puis avec ma gueule, voilà, quoi. Donc du coup, je pense que j'ai toujours été un peu joueur et acteur. Donc quand j'écris mes dialogues, effectivement, je joue les trucs dans ma tête. Il y a un truc presque de l'ordre du flow, quoi. Au moment d'écrire mes dialogues, on va en parler un peu plus en détail, mais je pense que cette qualité d'improvisation, en tout cas de jeu, c'est plus de jeu, mais dans le sens d'être un enfant qui joue avec ses personnages. Tu sais, je joue avec mes doigts, il y a Dog, il y a Miralles, c'est ça file comme ça fuse. Mais sinon, non. Putain, le jour où je me sens acteur, j'arrête, hein, quel enfer. Donc non, ça c'était vraiment un hasard, c'est-à-dire que j'avais joué dans mes films aux Beaux-Arts, donc certaines directrices de casting ou des réals en région m'avaient repéré pour faire des petits rôles. Donc de temps en temps, je passais des castings, mais moi, quand on me propose des expériences, je les fais. Mais j'ai jamais fait de bande démo, de photos, de machins, de trucs comme ça, ou solliciter qui que ce soit. Et en fait, un peu accidentellement, j'avais des petites expériences un peu régulièrement, mais sur les films de mes potes, ou alors une journée dans un long métrage ou dans un truc comme ça. Mais parce que voilà, j'avais une gueule qui plaisait bien, et puis je suis à peu près juste, quoi. Et je suis gentil. Donc voilà. Et donc j'avais un peu ces accidents de temps en temps. Et la plupart du temps, c'était les films de mes potes, quoi. Et je suis devenu, entre guillemets, acteur, on va dire, avec un long métrage indépendant qui s'est fait juste après le confinement d'un ami à moi en région. Et surtout par le Dirodi. Le long métrage indépendant n'est pas encore sorti, pas encore fini d'ailleurs. Et c'est le Dirodi, mais le Dirodi savait pas du tout que j'étais réalisateur, zéro du tout, et j'ai fait une annonce sur ma boîte mail. J'ai répondu à l'annonce, j'ai fait des lectures, je suis arrivé
au callback, il savait pas du tout qu'est-ce que j'avais fait ni rien, Chien de la Casse n'était pas sorti. Et il a aimé ma tête et ma façon de jouer, il m'a pris et puis il a découvert ça 6 mois plus tard, quoi. Ouais, parce que c'est impressionnant parce que sur Miséricorde, pour quelqu'un qui veut pas être comédien, t'as même eu une reconnaissance récemment par rapport à ton rôle. Écoute, moi j'ai oublié, après je veux pas être comédien, je l'ai fait quand même pas mal pour mes potes, comme je le disais, et puis j'en dirige les comédiens, donc quelque part, je débute à fond, mais je sais comment se passe un plateau de tournage et ce qu'on peut attendre d'un comédien. Après, j'ai vraiment eu conscience, ça rend humble, quoi, que j'étais débutant complet sur le Guiraudy. Après, bon, t'as un texte absolument incroyable, quelqu'un qui est très précis, un montage au cordeau, et ça fait le taf, quoi. Et après, j'ai joué dans 3 autres films l'année d'après. Donc, l'année dernière, dans La Danse des Renards de Valérie Carnoy, dans Les Pretenders d'Anna Cazenave Cambé, et puis dans Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski. Mais pareil, tous ils savaient pas que j'avais joué chez Guiraudy, ils m'ont vu dans des interviews de Chien de la Casse. Et je crois que Valérie m'avait vu dans un film de potes, justement. Et voilà, ça s'est fait un peu par hasard, mais tu vois, au moins un an après la sortie de Chien de la... j'ai joué dans Miséricorde, Chien de la Casse était sorti depuis un an. Et est-ce que tout ça, pour toi qui voulais pas faire de cinéma, qui est reconnu pour ton premier film, toi qui voulait pas être considéré comme comédien, qui a Miséricorde avec toute la lumière que ça apporte dessus, concrètement, est-ce que ça te met la pression sur la suite ou t'arrives en fait à détacher tout ça en disant j'ai pas changé? Ou alors est-ce que fondamentalement on finit quand même par changer par rapport à ces retours qui étaient assez dithyrambiques? Je vais te répondre en 2 temps. J'ai pas voulu, j'en ai pas rêvé, j'avais pas ce désir-là. Mais une fois que le désir est arrivé dans moi, je l'ai eu ce désir. Après, j'ai pas eu le désir de carrière, mais j'ai eu le désir de faire ce film, puis ce film, puis ce film, puis ce film. Et après, tiens, j'ai pas de perspective de carrière, ou j'ai pas l'ambition absolue chez moi en me disant j'espère que je vais avoir des grands rôles et que je vais faire une super carrière. Mais par contre, quand on me propose, je suis content quand les projets sont beaux et je le fais avec une grande joie. Moi, j'ai le désir d'être heureux et aligné. Donc du coup, tout ça, ça m'aligne et ça me rend heureux. Donc tant mieux. Et après, donc tu vois, et je pense que c'est ça qui fait que c'est assez sain, c'est que vu que j'en ai pas rêvé, je le prends de manière très joyeuse. Franchement, reconnaissance infinie pour ceux qui aiment mon travail. Après, j'ai rêvé d'être artiste quand même. Et du coup, quelque part, je fais de l'art. Et puis, quand on fait des créations, on a envie que ça soit vu. Donc, du coup, c'est vu. Donc, je suis content et je reçois beaucoup de messages. Donc, en fait, vraiment, je suis très content et tant que ça me fait me sentir bien et surtout cette reconnaissance-là me permet de poursuivre de manière assez rassurée et sereine. Donc, c'est aussi ça que je dois à cette reconnaissance. Après, je pense que ça apaise beaucoup. Ça m'a apaisé. Mais ouais, ça m'a foutu une espèce de pression que j'ai pas senti venir. Sur l'écriture du deuxième, je devenais le pire avocat du diable de moi-même. C'est-à-dire que j'écrivais... En fait, ouais, ça s'en rend pas compte, mais un premier film, c'est absolument unique parce que c'est la première fois que des gens vont voir votre travail, mais sans maîtrise aucune dans un court-métrage. On sait qu'il est dans tel festival, on sait que le film, il est là, ou qu'il est là, des fois on l'accompagne, mais on sait où il se joue, quoi, à peu près. À part si on fait la fête du cours ou quoi, mais globalement, un long-métrage, la salle, il est partout, tu sais même pas qui le voit et tout ça, et puis t'as des gens qui t'écrivent, et tout d'un coup, il appartient aux gens ou au patrimoine, quoi. Et c'est très déstabilisant parce que tout d'un coup, les critiques vont écrire dessus, les gens vont te dire, ah ben le film il est bien parce que ça, et ça c'est moins bien. Et donc en fait, les gens vont avoir un regard dessus, on va aimer ton film pour telle raison et pas pour telle raison, et les critiques vont dire ce qui est intéressant dans le cinéma de Jean-Baptiste, c'est ça. Et ben ça déforme à fond pour l'écriture du second parce qu'il y a plus cette naïveté, ce regard uniquement de moi sur moi ou avec ma productrice. Et du coup, je me dis, ah, mais en fait, c'est parce que c'est un peu drôle qu'on a aimé, donc faut pas que je le perde. Et en fait, ouais, pendant au moins 2 ans, j'ai été un peu balayé par ces tempêtes-là. Et ça a été très
En fait, au début, je me disais, bah non, ça m'influence pas du tout, le succès ou tout ce qui se dit sur mon film. Mais en fait, je devenais tellement affreux avec moi-même que j'ai dû me dire, bah effectivement, si, ça m'a impacté. Et du coup, j'ai dû retrouver, comme je pouvais, un regard un peu plus D'où débarrassé du regard des autres, quoi. Ouais, et tout, retrouver une douceur et puis me dire, bon, voilà, je vais faire au mieux, comme j'ai fait Chien de la Casse. Et puis voilà, quoi. C'est un Chien de la Casse, j'avais absolument pas prévu qu'il ait ce succès-là. Moi, j'espérais, s'il dépassait 25 000 entrées, j'étais content. Et d'ailleurs, tout était fait pour qu'il fasse aucun succès. J'ai eu aucun gros festival catégorie A. J'ai pas eu Cannes, j'ai pas eu rien du tout. J'ai eu Angers qui, heureusement, a sauvé un peu le film en le prenant. Et une sortie assez confidentielle dans 80 salles, quoi. Donc, a priori, il était programmé pour, en tout cas, faire moins de 50 000 entrées et passer un peu sous les radars. Et finalement, il y a eu ce miracle, ce dernier miracle qui a été le bouche à oreille du public et puis l'amour pour le film de certains exploitants qui l'ont gardé très longtemps et un distributeur qui a cru. Mais voilà. Donc du coup, non, ça a été c'est apaisant et en même temps, ça m'a un peu déplacé et bousculé de l'intérieur, successivement. Fallait que je le place. tu t'es aussi frotté au documentaire avec Même les choses invisibles se cachent. Alors, le documentaire, c'est un genre qu'on n'a pas trop encore abordé sur Séquence, mais que David connaît tout particulièrement et moi auquel je commence à me frotter. Euh, à quel point tu écris un documentaire, et notamment ce documentaire, puisqu'on sait qu'on parle vachement de l'art dans celui-là. Comment t'as approché l'écriture du film? J'ai absolument pas approché l'écriture et j'avais absolument pas prévu de le faire, je te dirais même pendant que je le tournais. D'accord. Tu sais, mais moi, c'est comme en fiction, quoi. Je calcule rien et je fais ça au coup de cœur. Et je me suis même pas dit, je fais un documentaire. En gros, comme je te dis, tu sais, j'étais aux Beaux-Arts. Et en troisième année, parmi les jurys de mon diplôme qui m'ont dit, tu devrais continuer de faire des films, il y avait cet artiste, Abdelkader Benchama, qui, en fait, j'avais découvert son travail en première année. C'était un peu mon héros, quoi. J'étais hyper fan de son travail. Et donc, moi, au diplôme, j'étais là, putain, il y a mon héros dans les jurys. Et il a fait partie des gens qui m'ont dit, ouais, tes dessins, ouais, on a déjà vu ça, quoi. Par contre, tes films, c'est pas mal. Et en fait, cet artiste-là, je sais pas ce qu'il a vu en moi. Il a dû voir que je l'admirais parce que moi, j'ai envoyé aucun message ni rien et aucun signal. Et il m'a pris comme assistant sur une expo qu'il a fait à Istres l'année d'après. Et après, je pense qu'il s'est pris un peu d'affection pour moi. Et puis vous voyez que j'ai galéré financièrement aussi, je pense. J'étais vraiment à RSA et tout ça. Et donc, il m'a pris comme assistant régulièrement. Je venais l'aider chez lui à déplacer des dessins, à en encadrer, à remplir des zones, etc. Enfin, comme un assistant d'artiste, quoi. Pendant 2 ou 3 ans, entre ma fin des Beaux-Arts et puis la sortie. Et donc, j'étais vraiment dans l'intimité du travail de cet artiste. Je le voyais dessiner comme personne ne le voyait. Et puis, il a pris confiance en moi, hein, c'est-à-dire qu'il a accepté d'être dans même des phases de doute et tout ça, vu que j'étais des Beaux-Arts et j'étais artiste moi-même. Il me partageait beaucoup ça et je le trouvais hyper intéressant en fait, il démystifiait complètement l'idée fantasmée qu'on a des artistes. Je trouvais que tout son travail se jouait dans ce hors-champ-là. Mais ça, c'était ma pensée comme ça, quoi. J'étais pas en train de me dire, tiens, je vais faire un film là-dessus, mais je trouvais ça hyper beau, ces journées entières où je le voyais circuler dans son appart, bouffer un kebab, boire du café, lire quelques pages d'un livre, circuler, aller en ville, revenir, et puis tout d'un coup, plaf, il y avait un truc, en quelques heures, ça se jouait. Et en fait, quand il reprenait comme ça le travail, des fois plusieurs jours entiers comme ça, à errer. Et j'avais dit un jour, ouais, Kader, j'aimerais bien, le jour où il y a moyen de te filmer pour capter quelque chose, quoi, de ça. Et en fait, il y avait moyen d'aller en Chine à un moment donné, mais c'était un peu complexe et tout. Et un jour, il a eu cette expo, cette carte blanche au Carré Sainte-Anne de Montpellier, et j'avais pas le permis à l'époque. Donc c'était pratique, je pouvais y aller en vélo. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux venir me filmer. Là, j'ai quasiment 3 semaines où je vais faire un travail in situ, quoi. Et je l'ai déjà filmé 1 an avant. J'avais juste filmé sur un dessin, donc bon. Et donc je viens avec mon Canon 7D, 60D, et qui est un petit appareil un peu
qui était correct à l'époque, mais un peu minable, quoi. Donc juste mon appareil et je le filme tous les jours. Je viens tous les jours, je le filme des heures et des heures et des heures et juste 1 ou 2 fois, il m'a dit: «Là, j'ai envie d'être seul». Mais sinon, je pouvais, vu que je le connaissais par cœur et qu'il avait cette confiance, coller ma caméra des fois à moins de 20 centimètres de sa main, quoi. Et donc, je trouvais ça hyper beau et au fur et à mesure, l'écriture est venue, quoi. Au début, je faisais pas mal de mouvements et tout ça et puis après, j'ai vraiment trouvé l'écriture du film et j'avais pas de son, j'avais rien et du coup, au bout des 3 semaines, je me suis dit: «Ça peut faire un film, quoi». C'est un truc, assez beau et donc j'ai proposé à Hugo Rossi, qui est mon ingénieur du son, compositeur et ami, de refaire tout en bruitage pour que le son soit propre, ça me paraissait hyper important. Puis il écoutait beaucoup de Philippe Glass, de compositeurs comme ça, très beaux et évidemment, j'avais aucun droit, donc Hugo a refait des dizaines de musiques avec influence Philippe Glass en fonction de ce qu'écoutait Kader quand il écoutait du reggae, Hugo faisait une musique de reggae et cetera et donc on a tout rebruité, il a tout rebruité, les 30 minutes de film. Donc j'avais appelé aussi, Valérie Bognol qui est une monteuse, de films institutionnels et de films d'artistes pour m'accompagner. Je trouvais ça intéressant d'avoir une monteuse qui soit pas du cinéma, mais qui ait déjà travaillé pour des artistes, dont Alain Lapierre. Et donc j'ai bricolé ce film un peu tout seul comme ça avec Hugo et j'ai sollicité une aide de la DRAC pour pouvoir payer les gens qui bossaient avec moi. Donc la DRAC m'a aidé, la DRAC Art Contemporain. J'avais encore en tant qu'ancien étudiant et un peu artiste droit à ce genre d'aide. Donc j'ai monté ça et puis Insolence Production m'a accompagné pour finaliser le film et donc payer un peu les gens. Et donc j'ai à peu près dignement payé Hugo et Valérie. Et voilà, et après j'avais fait ce documentaire, mais sans me dire tiens, je vais faire un documentaire, tu vois, je l'ai pas écrit. Ça c'est vraiment après écrit au montage et puis après la ligne narrative, elle était très. En fait, j'avais un peu comme un étudiant des Beaux-Arts, j'avais un peu ma grammaire assez rigoureuse, c'est-à-dire pas de voix humaine, je voulais pas de commentaires et même pas entendre de voix humaine. Donc la seule qu'on entend, c'est l'élu à la fin, donc j'ai distordu le son et profitant des échos et pas de commentaires. En fait, je voulais pas que l'artiste commente son travail, ni que quiconque commente, et que la seule chose que je voulais voir, c'était essayer de retranscrire le plus précisément possible ces sensations que moi j'avais eues à l'observer travailler. Et donc des fois, on le voit pendant 5 minutes d'affilée de film marcher dans le Carré Sainte-Anne, quoi. Et regarder, marcher, regarder, boire un café, danser sur la musique, et paf, de temps en temps, il claque des trucs, et à la fin, c'est hyper beau. Et voilà, et il s'est fini comme ça, et après, on a fait une petite distribution. Bon, il a pas cartonné. Mais on a vu le Salon du Dessin de Paris, on a eu un beau festival en Corse. Et voilà. Et je suis très content de l'avoir fait, c'est un des films dont je suis le plus fier, en vrai. J'ai une question, on va profiter que tu es dans l'étape du deuxième film. Chêne Lacasse, tu t'es inspiré de ta bande de potes dans ton village. C'est quoi l'élément déclencheur du second film? Le second film, je pense que les thématiques m'obsèdent depuis les courts-métrages. C'est le rapport homme-femme, la vulnérabilité masculine. Je pense que ça parle de moi, ou en tout cas de ce que j'ai pu être, même si je suis au lycée ou au début des études, et de moi avec des si, quoi. Si j'étais resté au village, si j'avais pas eu confiance en moi par des choses qui m'ont passionné, si j'étais pas allé en ville. Donc cette fragilité-là, cette vulnérabilité, cette peur des femmes, je l'ai connue quand même. Et je pense à quelques potes à moi aussi qui sont pour le coup restés au village. Et voilà, donc j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Le Bal. Pardon. Qui s'appelle Le Bal, parce qu'il n'est pas mort, le court-métrage. Je m'étais un peu trompé de personnage. Et en revoyant le court-métrage, dans l'erreur d'écriture, ce qui était plus intéressant, c'est celui qui qui était petit, timide, qui avait pas confiance en lui. Et moi, j'avais axé le film sur un personnage un peu haut en couleur, espèce de mâle alpha, qui a un trop plein de confiance en lui. Et du coup, le déclic, il a été de réparer un peu mon erreur du bal et d'assumer, parce qu'après, moi, j'ai évolué dans ma vie et tout ça. Et je pense qu'il y a un truc où je n'étais pas encore très centré, justement, dans ce rapport aux femmes et tout ça. Et ouais, j'ai eu une espèce de déclic un été où j'ai dit, maintenant, je pense que je suis capable d'assumer, d'affronter ce personnage vulnérable. Et j'ai très envie de raconter ce que c'est que la fragilité dans le rapport aux femmes, parce que, et après, avec la société qui évolue aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire de remettre de la nuance là-dedans. Tous les hommes, beaucoup d'hommes peut-être, et pas peut-être, beaucoup d'hommes sont
abîmés dans leur rapport aux femmes, sont masculinistes ou trop virilistes et peuvent être agressifs ou agresseurs envers des femmes. Et il y a aussi toute une partie de la population masculine dont on parle beaucoup moins, qui sont juste timides, fragiles, sensibles, qui a peur un peu. Ouais, enfin, c'est un peu impressionnant. Et c'est d'eux que je veux parler à travers ce personnage, une espèce de 40 ans toujours puceau, tu vois, dans l'univers de Chien de la Casse, et surtout pas être dans un discours avec des méchants hommes. Voilà, il y a ni de méchants hommes, ni de méchantes femmes, ni de gentilshommes, ni de gentilles femmes. C'est des hommes complexes, fragiles, maladroits, et des femmes complexes, fragiles et maladroites. Voilà, un peu comme dans Chien de la Casse. Et donc là, je suivrai un quarantenaire qui a un peu raté le coche, quoi. Avec en plus, ils habitent un village, donc du coup, il y a pas beaucoup non plus de possibilités. Et puis, comme moi, il a un peu perdu ses cheveux. Donc en plus, il se dit, c'est parce que je suis chauve, les femmes pas de moi et tout ça. Il a un peu lâché l'affaire. Et c'est un peu j'en ai pas fait un puceau parce que c'est pas du tout ça que je voulais voir. C'est plutôt un vieux garçon, en fait. Un peu un mec qui a accepté de devenir que garçon, quoi. Il a lâché l'affaire et il va rencontrer une nana qui va un peu le remettre en route et lui ouvrir la possibilité. Donc c'est un parcours initiatique. Mais en tout cas, avec cette nécessité, c'est notre cheval de bataille avec les deux co-scénaristes du film, c'est de maintenir cette complexité-là et de pas en faire ni un méchant, ni un tordu, ni un phénomène. Il faut que ce personnage soit assez universel et c'est pour ça que je m'appuie sur tes copains et puis de tout un tas de gens que je vois. En plus, j'ai pas peur de pitcher mon fil régulièrement à des gens que je rencontre et tout ça. Et beaucoup de gens, un peu comme Miralles, me disent, putain, le personnage, c'est moi, ou alors j'ai un pote qui, etc. Faut que ce soit beaucoup d'hommes, quoi. Et donc, j'en fais le mec le plus random possible, quoi. Après, évidemment, il y a une mise en fiction. Donc, il y aura des éléments un peu plus musclés que dans la réalité. Mais il faut absolument que ce soit quelqu'un de random, comme on en rencontre tous les jours. Et c'est juste le portrait d'un gentil timide, quoi. Est-ce que tu dirais que le succès de Chien de la Casse a ouvert des opportunités auxquelles tu pensais pas avoir? Est-ce que ça t'a aidé à pouvoir lancer l'écriture du deuxième? L'écriture du deuxième, en toute sincérité, elle s'est lancée avant que je finance Chien de la Casse. Le déclic, l'envie que j'ai eue, c'était en 2019. Donc, tu vois, je tournais Chien de la Casse en 2020. T1. Par contre, ça m'a rassuré. Disons que je suis pas dans l'énorme stress qui se fasse jamais. Ouais. Et ça, putain, qu'est-ce que c'est précieux. Après, donc ça, c'est hyper précieux. Je suis déjà presque assuré pour le deuxième et voire le troisième, quoi. Je suis assuré de pouvoir continuer un tout petit peu à faire des films. Et après, bon, chaque film décidera un peu de la suite, mais ça, c'est hyper apaisant. Et après, non, après, c'est plein de, moi, je l'ai vécu le succès, évidemment, mais, vu que je suis en province, j'en ai été aussi préservé, quoi, et protégé. Je suis chez moi à Montpellier, des fois, je suis reconnu dans la rue, mais sinon, il y a un truc où je suis quand même assez, je vois quand je suis à Paris que c'est différent, quoi. Donc, je suis très content d'habiter ailleurs. Et voilà. Sinon, c'est plein de petites joies étonnantes plutôt que m'ont apporté le succès de Chien de la Casse, comme des gens que j'admire qui m'écrivent des messages sans que je leur demande, qui disent, ah, j'ai vu ton film, bravo, ou de donner un coup d'envoi. Oui, parce que c'était un bénéfice de cœur à la Mosson. Voilà. oui, carrément. De donner un coup d'envoi et puis d'être connecté comme ça à ce club qui est toute mon adolescence que j'aime profondément. Donc des petits trucs comme ça, ou des artistes que j'écoute, ou des acteurs ou des actrices qui m'écrivent des mots, et ça, j'aurais jamais eu accès sans avoir fait ce film. Donc ça, c'est trop beau. C'est des petites joies comme ça. Mais justement, toi qui parce que je partage cette petite passion du foot et un petit amour pour Montpellier. Toi qui es cinéaste avec alors je vais préciser pour l'audience que Montpellier, le club de foot, c'est pas ouf en ce moment et qu'il y a peut-être une seconde ligue du Sud-Est. Dire, ouais. Ouais, c'est catastrophique et peut-être qu'ils vont descendre en Ligue 2, ce qui ne devrait pas arriver depuis très, 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 très longtemps. Et que toi, c'est le genre d'opportunité où tu te dis, tu as envie de saisir une caméra et soit de faire de la fiction, soit du documentaire autour du milieu du sport et surtout sur ta région. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Absolument pas. Déjà parce que je suis pas opportuniste, parce que je pleure en tant que supporter, mais j'ai pas envie de tout d'un coup me dire, ah bah tiens, je pourrais faire ça.
Donc absolument pas. Non, j'ai envie de rester. Ouais, justement, c'est un peu ce qui me permet de souffler du cinéma. Donc le foot, c'est vraiment ce que j'ai repris assidûment un peu avant de faire Chien de la Casse pour justement parce que regarder des films pour se détendre ou des séries ou lire des livres, il y a toujours de la fiction là-dedans, donc du coup tu te reposes jamais. Alors que voir un match de foot, insulter l'arbitre et l'adversaire, là je pose mon cerveau et ça fait du bien. Donc je reste là-dedans et puis moi j'ai la passion du foot là aussi à faire du foot quoi. C'est vraiment été toute ma jeunesse. Donc et c'est pas la même chose le milieu du foot professionnel et c'est presque le monde de l'entreprise quoi. Et donc du coup non, je mets beaucoup de foot dans le deuxième film et j'en mets un peu dans mes films. Mais de là à parler du foot professionnel, c'est pas du tout pareil. Donc le foot amateur, j'ai bien connu et ça par contre il y a une vraie joie à en placer un peu partout. Et en Chien de la Casse, le petit City, c'est gratuit. Hein. C'est vraiment pour faire jouer un personnage au foot. Dans le deuxième film, le mec est défenseur central avec une technique très rudimentaire dans un club de foot amateur de village, de district, quoi. Mais non, de là à prendre non, j'ai envie que ça reste ma petite zone de JB, le gamin de village qui aime le foot comme un enfant, quoi. Si je commence à mettre ma caméra et tout, ça va redevenir mon métier. Et puis j'adore le cinéma, mais il faut aussi pouvoir couper. Le foot, c'est ce qui me permet de couper. Donc, que Dieu me garde de faire se côtoyer ces deux mondes. Tu donnes aussi des formations et tu accompagnes pas mal de jeunes. Comment ça s'est venu à toi? Et vous savez tout, hein, c'est faux. Mais on travaille. Donc, les choses invisibles se cachent. Fallait le trouver. Hein. Ouais, ça, au début, on m'avait proposé ça. Et puis, c'est très pratique quand j'étais au RSA pour un peu gagner ma vie. Donc, j'avais accompagné des jeunes, j'avais été intervenant dans un lycée cinéma. Et puis ensuite, la compagnie maritime, une école de théâtre à Montpellier m'a permis de donner des stages aux élèves de jeu face caméra. Et puis ensuite, les cours Florent m'ont appelé par l'intermédiaire de Jérôme Lécuyer, qui est devenu agent. Et ensuite, il y a eu l'école Travelling à Montpellier qui m'a proposé. Mais pareil, en fait, moi, heureusement que j'ai de la chance dans la vie parce que vraiment, je démarche jamais rien, quoi. Et donc, à l'école Travelling, j'ai accepté de donner des cours de scénario et de mise en scène et de direction d'acteurs. Et j'ai eu vraiment cet amour de la pédagogie où tout d'un coup, tu sais, quand on fait des films, il y a une grosse dose égoïste, quoi. Je fais des films pour moi et puis tant mieux. Et si ça marche, il y a quelque chose qui sert à quelque chose. Un peu, tu vois, quand en tout cas, tu as des messages et tout ça, tu te dis, j'ai servi à quelque chose. D'ailleurs, c'est la première fois, c'est pendant le confinement que je me suis dit que je faisais peut-être, je participais, en tout cas, je faisais à ma petite échelle un métier d'utilité publique quand on a vu que les gens et la fiction, c'était hyper important pour... Ouais. Mais bref, la pédagogie, c'est très important et puis il y a un résultat immédiat, c'est-à-dire que tu peux pas dire des conneries aux gamins que t'as en face de toi et en fait t'as des vies en face de toi, des gens qui rêvent, des gens qui sont en train de se construire. Moi je parle des étudiants qui ont entre 18 et 22 ans et donc du coup quand tu donnes un cours, t'as une responsabilité qui est très forte et c'est immédiat quoi. Et alors que c'est pas du tout le cas du cinéma qui est au long terme et tu fais un film et puis s'il y a 8000 personnes qui le voient et qui en plus donc 6000 qui aiment pas ton film, l'utilité elle est pas immense quoi. Et donc du coup je trouve qu'il y a quelque chose presque de l'ordre comme quand on veut faire des enfants, c'est la transmission, c'est semer une graine quoi qui germe. Donc là on sème des graines dans le cerveau de jeunes gens et du coup qui deviennent scénaristes ou pas, on a véhiculé des valeurs, des choses comme ça qui sont en tout cas qui me semblent importantes. Comme le courage, le travail, la bienveillance, etc. Donc, ça permet aussi au-delà d'inculquer les fondamentaux du scénario, je trouvais ça hyper beau, moi, de transmettre ça et d'essayer d'améliorer un tout petit peu les choses. Les gens, j'insistais beaucoup en cours sur la nécessité de l'altruisme, de la bienveillance dans ce métier-là, même dans le rapport aux cinéastes, hommes et femmes. Quand je demandais les films préférés au début de l'année pour les rencontrer, je demandais les cinéastes aussi femmes. Tout un tas en fait, c'est un véhicule politique entre guillemets, hein, politique humaniste qui est hyper intéressant, hyper fort, que j'utilise moins quand je fais un film où il y a la fiction l'art et la fiction doivent rester de l'art et de la fiction. Je suis un peu plus transmetteur de messages dans la pédagogie et puis là j'ai récemment arrêté un peu la pédagogie on va dire étudiante parce que bon voilà j'ai l'impression que j'ai fait mon temps. Je la reprends de temps en temps sur des masterclass ou des workshops quoi. J'ai été intervenu dans pas mal d'écoles de théâtre. Il y a le Plateau aussi à Montpellier, une super école. Et là, je participe à des formations pour les comédiens et les comédiennes pro
pour le jeu face caméra. J'encadre aussi des workshops d'écriture, mais pour des gens qui déjà ont envie déjà sont dans le métier. Parce que des fois, dans les étudiants et les étudiantes, quand on a 10% de ta classe qui est vraiment intéressé, il y a une perte d'énergie ou c'est pour ça que je dis à un moment donné, bon, c'est bon, quoi. Et puis j'ai eu des super liens avec des anciens élèves, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont un peu grandi et fait leur travail quoi là-dedans. Mais à un moment donné, j'avais la sensation de m'épuiser et du coup, c'est hyper important pour moi chaque année de au moins tenir une ou deux formations comme ça. Et puis j'en prends beaucoup. Moi qui n'ai pas fait d'école, j'ai l'impression que c'est mon petit gasoil quoi. C'est de mettre en mots des choses, ça me permet de structurer aussi mon cerveau. Puis je fais des belles rencontres et je trouve ça important cette transmission en fait. Comme aller participer à un court-métrage de temps en temps, il y a un truc de donner comme ça répare un peu ce truc assez égoïste au fond qu'est de faire un film. On va avancer tout doucement vers la fin, donc on va se laisser une dernière question chacun, si c'est bon pour toi, Jean-Baptiste. Ouais. Tu as insisté sur, enfin en tout cas, tu nous as précisé que sur les dialogues, ils étaient très écrits, sur Chien de la Casse, que tu les avais prévus très très en amont et qu'on les retrouve aujourd'hui. Mais je me pose la question du travail avec tes comédiens, parce que autant Anthony Bajon, alors je te donne un avis extérieur, hein, moi, je ne connais pas, mais j'ai l'impression qu'Anthony Bajon, c'est le bon élève, et Raphaël Quenard, freestyle. Mais comment toi tu travailles avec des profils de comédiens différents pour respecter ton texte, et quelle a été la part de liberté que tu leur as accordée sur le tournage? Après, c'est un peu des recettes de cuisine que tu me demandes, mais cet antagonisme entre les typologies de jeux, ça je le souhaite, je trouve ça hyper intéressant. Les personnages sont différents, mais les êtres humains sont très différents et complémentaires. L'important, c'est qu'ils puissent s'aimer les deux, quoi. Ça, c'est important, là, comme ça, pour l'humeur dans le travail. Mais non, Raphaël, il est pas si freestyle que ce qui il se donne l'air, quoi. C'est-à-dire que le texte, il a été respecté à peu près à 70-80%. Et j'y tenais, parce que sinon la dramaturgie ne tient plus, et même l'écriture du film ne tient plus. Et puis, même s'il y a quelque chose qui est un peu commun avec l'amour des mots de Raphaël, il suffit d'écouter 2-3 interviews pour se rendre compte qu'il ne parle pas du tout comme dans Chien de la Casse. C'est beaucoup plus fleuri, beaucoup plus métaphorique. Chien de la Casse, c'est plus de la punchline, c'est pas de la métaphore. Raph, il a une façon de toujours aller chercher des mots qu'on connaît pas, etc. Et donc, du coup, soit 70% c'est écrit, mais en même temps, j'ai pas pris Raphaël pour uniquement le faire réciter le texte. Cette intelligence de l'improvisation était intéressante. Et du coup, ma méthode, elle consistait en gros, hein, pour, je dirais, faire une moyenne de comment ça s'est passé sur le tournage, de faire les 2-3 premières prises au mot près, ou 2 premières prises au mot près, puis après, il pouvait un peu s'écarter. Donc, s'il y a une phrase qui va pas ou un mot, il peut le dire un peu différemment, mais sans s'écarter trop. On va dire se réapproprier légèrement le texte. Et ensuite, il y avait toujours ou souvent en tout cas une prise un peu carte blanche, mais il fallait qu'en fait la musique elle avait déjà pénétré quoi. C'est-à-dire que une phrase n'équivalait pas, enfin s'il y avait une phrase et puis un passe-passe dans le dialogue, il n'avait pas à refaire un monologue. Il fallait que ça garde un peu la musique du texte, mais en fait une fois que ça avait infusé, même quand il improvisait sur la dernière prise ou les 2 dernières prises, il y avait quelque chose qui était assez similaire. Et après, de toute façon, comme il savait, c'est moi qui fais le montage. Donc, du coup, au montage, j'aurais pu garder essentiellement les impros ou alors garder que le texte. Et finalement, ça a été un tout mélange avec les scènes qui, globalement, sont, je te dirais, 70-80% écrites, quoi. Le restaurant, tu vois, les 2 premières minutes, c'est complètement improvisé. Et puis, à partir du moment où, et Elsa, toi, tu fais quoi dans la vie? Et toute la fin, c'est quasiment du mot près. Et après, sur le tournage, il y avait des fois où je disais, non, cette phrase, par contre, tu l'as dit exactement comme c'est écrit, c'est pas possible de dire autre chose pour telle raison. Et Raph est beaucoup, en tout cas avec moi, hein, c'est différemment avec d'autres cinéastes, mais avec moi, c'est un bon élève, Raph. Hein. Ah, le mec, il est hyper, déjà, il a une hygiène de vie qui est exemplaire. Les matins, quasiment, il allait se lever, il faisait un footing, les deux, pour être en forme pour le tournage. Il se couche tôt, et il boit que de l'eau, équilibré, il apprend son texte, c'est-à-dire que son texte, jamais, je l'ai pas fait improviser parce qu'il le connaissait pas.
il le connaissait parfaitement. J'ai pas eu, pourtant il avait des tartines tous les jours. Et il est au service du film et des fois on va frotter un petit peu, mais comme avec quelqu'un, c'est sain quoi de se frotter. Mais pour moi ça a été quelqu'un de. Après au début on va dire les 2 premières semaines, mais faut pas oublier que Raph c'était un peu c'était son premier rôle principal et c'est un peu le mec qui en CM2, il a 9 ans mais il fait déjà 1m80 et du coup on oublie que c'est un enfant. Donc du coup je devais me rappeler tous les jours que c'est un débutant. Et un vrai débutant. C'est la première fois qu'il tenait un rôle sur la longueur, un rôle film écrit comme ça et qui portait une dramaturgie. Et du coup, les 2 premières semaines, on s'est un peu chauffé, quoi. C'est-à-dire, moi, souvent, j'allais lui parler matin en disant, mec, en plus enfin, déjà, c'est la première fois que tu tiens un rôle, donc j'expliquais un peu le principe, quoi. Des fois, les scènes, elles doivent avoir une sobriété et c'est dans le montage, au final, c'est, de temps en temps, il y a une explosion et tout ça, mais enfin, ça doit être un peu, il y a des fois où c'est nécessaire que tu sois hyper rigoureux, hyper en pureté et tout ça. Et je leur expliquais ça et puis aussi le fait que on avait 25 jours pour tourner le film et que la méthode de chercher par l'impro et tout ça, elle est mathématiquement pas possible et le film est pas bâti comme ça et du coup quand on a 1 heure pour tourner la scène, si les impros sont totalement à côté on est dans la merde en fait. Donc du coup de manière professionnelle, il faut absolument que au moins tu me rendes le texte. Et si tu veux, après, carte blanche. Après, de toute façon, c'est moi qui décide. Et à partir du moment où tu fais confiance à un cinéaste, t'as pas le contrôle à 100%, quoi. À moins de prendre le pouvoir sur le film, ce qui serait débile. Donc du coup, il l'a bien compris. Je l'ai vraiment vu progresser, mais pas en termes de jeu, parce que ce talent, il l'a de longue date, j'imagine. Mais en tout cas, dans le professionnalisme, c'était de plus en plus agréable. Au début, c'était un peu compliqué pour Anto et Galatea parce qu'il faisait beaucoup de prises Raphaël. Et après, il a compris parce on en a beaucoup parlé. C'est que mec, si toi tu fais 17 prises et Anto il en fait une, c'est hyper déséquilibré. Même au montage, ça dessert et le film et tout le monde. Parce que si ton partenaire il a qu'une prise et du coup c'est un peu moyen parce que en une prise tu as pas la même qualité qu'en 5 ou 6 prises, c'est pas bon. Donc en fait, c'est comme au foot et on parlait beaucoup de foot en disant à un moment donné si tu fais tout comme ça comme en départemental et que tu gardes la balle, peut-être que une fois de temps en temps, tu vas faire un exploit et que on va te trouver cool. Mais sinon, globalement, t'es éclaté, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment un jeu collectif, le cinéma, et tu joues ensemble. Et donc, ça, on en a beaucoup parlé. Et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est un grand professionnel. Et j'ai eu un plaisir immense à bosser avec lui, Anthony et tout ça. Et puis, c'est un camarade qui est génial, quoi. Donc, il est beaucoup moins trublion que ce qui veut, que l'air qui se donne devant les médias. Il y a un conseil, enfin, si tu te souviens, un retour d'un regard extérieur qui, pendant le dev de Chien de la Casse, t'a particulièrement aidé? Il y en a un qui m'avait dit Marcel Beaulieu, qui était mon consultant au Groupe Ouest, qui disait, parce que tu sais, au Groupe Ouest, on a vraiment écrit des versions où des fois on s'écartait vachement du projet initial. Et il disait souvent une ultime version, on va dire que tu as écrit 17 versions et que ta 18e c'est ta définitive. Vous vous rendrez compte que la 18e c'est un bis. C'est-à-dire que vous allez vous éloigner, mais à un moment donné vous retomberez sur vos pattes et vous vous rendrez compte que l'ultime version c'est presque comme la première, mais complètement densifiée, améliorée et organique grâce au chemin de traverse qu'on a pris. Et c'est pas grave si à la 12e, on est totalement dans un autre film que ce qu'on avait prévu parce qu'on y retournera sur le film. Donc voilà, cette idée que la dernière version, c'est un bis. Et souvent, quand j'aide des auteurs, des fois, quand je suis à cette étape-là, c'est assez joyeux de voir que les réponses au final, ils me disent, ah putain, mais j'ai l'impression que on a repris toute ma première version. Je dis, bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop loin, quoi. Et après, c'est Anaïs Bertrand, ma productrice, qui m'avait dit ça, mais c'était sur mon court-métrage, mais ça m'a servi tout le temps. Et des fois, on a cette phrase qui nous dit fais ton film comme si ce serait le dernier. Et moi, elle m'avait dit, parce que je mettais beaucoup de choses dans mon film, et elle m'avait dit fais ton film comme si tu allais en faire 100 derrière. Et du coup, ça m'a permis de me débarrasser de cette idée de mettre tous les films de ma vie dans un seul film, quoi. Et c'est vrai que avec cette phrase-là, c'est très sérénisant. Je me dis, bah ouais, ce film, c'est juste ça. Et c'est pas grave, je ferai ça, et ça, et ça, et ça, et cette idée dans d'autres films, parce que je vais en faire d'autres. Donc voilà, fais ton film comme si c'était
le premier d'une longue série, quoi. Pour finir chaque épisode, Maxence a une série de questions très 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 courtes qui vont nous plonger un peu dans ta psyché. Je sais pas, tiens, j'invente sur ta psyché. Maxence, je te laisse la parole pour la fin. Ça marche, ouais. Donc on appelle ça un petit peu un segment, des petites questions au tac au tac. La première, ça serait quel est ton film ou ta série préférée si tu devais en choisir qu'une? Un film, Les Amants du Pont-Neuf, et une série, Breaking Bad. Le scénario que tu aurais voulu écrire. Titanic. Et le dernier coup de cœur cinématographique. Ou le dernier coup de cœur de façon générale. Anora, The Apprentice. Parfait. Merci beaucoup. Jean-Baptiste, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Ouais, t'as fait ton CV. Ok, je pensais qu'il fallait m'en filer 10. Ouais, non, c'est juste une petite question. Bah, je t'ai ravi, c'est cool. Après, c'est un peu bizarre de voir être toujours comme ça, mais... Non, mais c'était chouette parce que je te dis, je t'avais envoyé un petit message au moment du visionnage de Chien de la Casse, et puis entre-temps, il s'est passé tellement de choses que c'était très intéressant de suivre ce parcours-là aussi à travers tes réseaux, puisque tu t'es assez actif sur Instagram finalement. Ouais, t'as vu, non, bah, j'ai installé Instagram peu avant de faire Chien de la Casse, parce que je me disais qu'il fallait que je communique un peu. Bah, je l'avais déjà installé, mais je m'en servais jamais, et puis je me suis activé, puis j'ai pris un vrai plaisir je prends un vrai plaisir à communiquer. J'ai l'impression que tu prolonges un peu le film, c'est aussi créatif que faire un film, de trouver des petites idées, des fois. J'aime bien, ça m'amuse. Eh ben écoute, en tout cas, on continue à suivre tes aventures. On invite tous ceux qui n'avaient pas vu encore Chien de la Casse à le visionner, et puis à te suivre sur Instagram sur le second. Bah, c'est gentil. Merci de l'invitation. Merci Maxence encore d'avoir passé ce nouveau numéro avec moi. Mais oui, bah merci surtout Jean-Baptiste d'avoir été présent avec nous et d'avoir un petit peu répondu à toutes nos questions et développé un petit peu ton parcours, voilà, pour nos auditeurs et pour tous ceux qui suivent Séquence. Voilà, et ben on vous dit à très vite pour un prochain épisode, et n'oubliez pas d'en parler partout autour de vous. Salut, salut! Salut.